Tout pour investir. Dose d'économie. C'est déjà Noël pour le nucléaire français. Accrochez-vous bien parce que vous allez entendre quelque chose d'incroyable. Demain, le célèbre réacteur EPR de Flamanville dans la Manche va être raccordé au réseau électrique. Ça y est, ça va marcher. Et ça sera le plus puissant de France. Ça y est. Voilà, le plus puissant de France, il n'y a aucun problème. On est sur 1600 mégawatts. Et ça fait 2 millions de foyers qui peuvent être à pleine puissance arrosés par cette fameuse EPR. À la télé, cuisson, chat GPT voilà. Allumé, tout ça, ça va marcher. C'est à l'été 2025 qui sera au sommet de sa puissance. Non, là où c'est quand même très important pour EDF, c'est que avec toutes les promesses qu'on a fait autour de cette saga sans fin, eh ben cette promesse-là a été tenue. On avait dit raccordement au réseau avant l'hiver, avant la fin de l'automne. Donc voilà, enfin une promesse tenue. C'est vrai qu'il y a 12 ans de retard. La facture a fait x4. On est à plus de 13 milliards d'euros. Bon. On n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et bien finalement non, réjouissons-nous, l'EPR voit le jour. Et autre élément important, c'est que ce raccordement intervient à un moment où la France connaît des records d'exportation d'électricité vers ses voisins. Ouais. Donc on est exportateur net. Et évidemment, l'arrivée d'une puissance supplémentaire au moment où l'on exporte massivement, ben c'est une bonne nouvelle. C'est aussi la réaffirmation française de ce choix stratégique en faveur de l'énergie nucléaire. Oui, là c'est un marqueur de montée en puissance du nucléaire qui est devenu vraiment un marqueur positif pour la France et l'image de la France. Cette information tombe exactement au moment où l'Agence internationale de l'énergie nous a annoncé hier qu'on avait connu en 2024 un pic de demande de charbon. Donc nous, à l'inverse, on a le deuxième parc nucléaire au monde derrière les États-Unis et on est devant la Chine. C'est aujourd'hui l'un des premiers éléments d'attractivité qui est mis en place dans les baromètres, dans les atouts de la France. Ouais. Et en plus, bon, demain, ce sera une conférence de presse, j'imagine un peu festif pour EDF. On devrait peut-être en savoir plus sur l'avenir des 6 EPR2 voulus par Emmanuel Macron. Le premier, le terrassement est en cours à Penly en Seine-Maritime, mais c'est un peu flou sur la suite du financement du projet EPR2 pour l'année 2025 notamment. La France, exportatrice nette d'énergie verte, ça c'est clairement une force. Est-ce que ça pourrait conduire à une baisse des prix pour nous tous ? Alors pas une baisse des prix sur la durée, sur le long terme. Le chantier EPR, c'est un accroissement des coûts de revient. Les 6 EPR2, c'est un accroissement des coûts de revient, il faudra bien que ça se paye. Ça fait des mois que la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, indique qu'on est obligé d'augmenter le TURP sur la facture des gens. Rappelez-nous ce 12 acronyme. Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. L'argent du TURP, c'est l'argent qui va à RTE et à Enedis pour acheminer et transporter l'électricité. L'un sur la très haute et haute tension, l'autre sur la moyenne et basse tension. Et les montants à investir dans les réseaux, dans le réseau, le montant à investir est monumental. À tel point qu'hier, la Cour des comptes en a rajouté une couche en indiquant qu'il était absolument impératif d'inclure le coût des investissements réseau dans ce fameux TURP. Alors, pour 2025, la promesse d'une baisse des factures sans doute supérieure à 10% devrait être tenue en février. Il y aura probablement une première hausse du TURP, mais qui va être étalée entre l'annonce de la hausse de février. Vous savez, on a une deuxième fenêtre dans l'année, c'est début août. Mais évidemment, le TURP est amené à augmenter et on ne va pas retrouver des tarifs de l'électricité au plancher avec le décor que je viens de vous décrire d'un parc nucléaire qui est en renouvellement. Donc les prix ne vont pas baisser sur les années qui viennent. Vous connaissez ma position pro-business. Moi, je veux toujours qu'on voit les choses positivement. Est-ce qu'on peut dire, de manière pro-business, que le nucléaire est vraiment un atout chez nous ? Je pense qu'on peut le dire, mais sans aucun détour. Le nucléaire, c'est une énergie massive et décarbonée. Les énergies renouvelables sont décarbonées, mais moins massives que le nucléaire. Le nucléaire, c'est une arme de réduction des gaz à effet de serre. Ça assure l'indépendance énergétique de la nation. On a 70% de notre électricité qui est produite aujourd'hui par le nucléaire. C'est un approvisionnement parfaitement pilotable, un approvisionnement parfaitement stable. On a même des recettes grâce au nucléaire quand on est exportateur net d'électricité. Il y a des milliers d'emplois directs et indirects qui sont concernés. La France a une expertise qui s'exporte et qui se vend à l'étranger, et c'est un élément, comme je l'ai dit, central de l'attractivité du pays. Ça n'empêche qu'il y a des défis derrière, assurer l'approvisionnement en uranium, assurer le traitement des déchets radioactifs, mais objectivement, ça on sait le faire, un impératif de sécurité pour les centrales, mais on a globalement la réputation d'être les plus exigeants en matière de sécurité pour les centrales nucléaires, et effectivement la montagne d'investissement qui est nécessaire pour l'avenir du secteur du nucléaire. Mais oui, objectivement, le nucléaire, c'est un des grands atouts de la France. Ben voilà,
restons sur cette note positive. Quand l'EPR tient ses promesses, ça fait plaisir à tout le monde. Oui, c'est si rare que je me suis dit que ça valait la peine de le souligner. Merci Nicolas Dose, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous êtes suivi en direct et parfois vos auditeurs m'écrivent des messages. Alors je vous transmets celui de Florian qui vous demande si vous pourriez organiser des émissions spéciales des experts en invitant un leader de parti en face de vos experts pour les mettre en face de leurs contradictions. Est-ce que ça pourrait être au programme ? Alors, généralement, j'ai pas de politiques qui viennent. C'est plutôt les cases d'Edwige Chevrillon qui accueillent les politiques. Il faut savoir que les médias ont des contraintes de temps de parole avec la politique, même hors période d'élection. Il y a dans toutes les antennes, y compris chez nous, des gens dont le métier est de compter les minutes. Et sur le trimestre, on doit être à l'équilibre. Si je fais venir un politique dans mon émission, je vais être obligé finalement d'en faire venir d'à peu près toutes les familles politiques. J'ai peur qu'elles perdent de sa saveur actuelle pour avoir une autre couleur, si vous voulez. Ça risque, pour moi, d'être plus handicapant qu'un... Je m'étais demandé si faire venir des syndicalistes, peut-être, c'était pas une bonne idée. Je l'ai pas encore fait, peut-être. Mais non, les politiques, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Les temps de parole, c'est une vraie plaie pour les médias. Alors, je vous raconte pas quand on est dans le mois qui précède l'élection, dans les 15 jours avant le scrutin. Celle-là, c'est juste ingérable. Donc, voilà un élément purement basique de réponse. Voilà, vous connaissez un peu comment ça se passe à la télé maintenant, cher Florian. Et voilà, il y a des compteurs avec les minutes de prise de parole. Franchement, Mathilde Panot face à un chef d'entreprise, je sais pas ce qu'on apprendra de nouveau, quoi. Donnons une chance au produit. Merci Nicolas. Nicolas qu'on retrouve également sur YouTube. Ses chroniques sont à revisionner sur la page YouTube de BFM Business. Il y a aussi un espace commentaire où vous pouvez écrire à Nicolas et à notre équipe, partager avec nous vos convictions économiques.